Catherine Cockry-Widrovitch est historienne, spécialiste de l'Afrique, professeure émérite de l'Université Paris Diderot et autrice de nombreux ouvrages, parmi lesquels Petite histoire de l'Afrique, l'Afrique au sud du Sahara, de la préhistoire à nos jours, publié aux éditions La Découverte en 2010, ou Les routes de l'esclavage, histoire des traites africaines, 6e-20e siècle, en 2018, chez Albin Michel. Mercredi 24 novembre 2021, Catherine Cockry-Widrovitch était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son nouveau livre « Le choix de l'Afrique, les combats d'une pionnière de l'histoire africaine », édition La Découverte. Voilà, donc merci d'avoir patienté. Nous étions juste à côté pour une petite visite et je vais remercier très vivement Catherine Cockry-Widrovitch d'avoir fait ce déplacement en dépit des premiers frimeurs. Donc merci, c'est à l'occasion d'une publication chez un éditeur qui vous est cher mais qui nous est aussi très cher, qui est l'édition La Découverte, et je vous parlais tout à l'heure de François Gèze et que nous accompagnons cette maison depuis Maspero. Donc voilà, c'est une maison importante, il faut le rappeler, et je crois que l'actualité avec ce qui se prépare avec Bolloré va nous amener sûrement à reparler de l'indépendance de l'édition, tout autant que de l'indépendance des médias. On va pas entamer ce débat, puisque c'est pour le choix de l'Afrique que vous êtes là. Je voudrais juste aussi remercier Dominique Blanc. Dominique, tu nous accompagnes depuis... Bon, nous accompagnons réciproquement. Hein. Voilà, Dominique a travaillé au Centre d'anthropologie de l'École des hautes études en sciences sociales à Toulouse longtemps, mais comme la retraite, ça n'existe pas pour les chercheurs, donc tu continues. Voilà, merci d'accompagner Catherine Cockry. Je vous laisse commencer tout de suite pour le choix de l'Afrique. Tiens, je te tends le micro. Voilà, merci. Donc merci à vous encore une fois. Oui, je ne suis ni historien ni africaniste, donc je suis tout à fait qualifié pour parler de votre livre. Donc, mais je suis un lecteur intéressé et très intéressé quand un livre me paraît passionnant, à le faire partager à des personnes dont je vois que certains, eux, sont historiens et ou africanistes, et beaucoup d'autres qui participent à nos rencontres pour discuter des bons livres. Donc voilà, j'ai lu votre livre qui est un exercice, comme vous le dites, d'égo-histoire professionnelle. Et je trouve que c'est aussi une égo-histoire personnelle très profonde, et vous mêlez les deux de manière très intéressante et magnifique. Et il faut dire que vous commencez par votre histoire personnelle et par ce qui a forgé à la fois votre caractère et votre destin. C'est votre enfance pendant l'éducation. Votre enfance clandestine, comme vous le dites, puisque enfant d'une famille juive, vous avez été obligé de vous cacher, de vous déplacer. Vous avez vécu de nombreuses disparitions. Et en même temps, vous avez eu l'occasion d'expérimenter la solidarité et l'amitié dans ces circonstances difficiles. Alors pourquoi avez-vous tenu à nous raconter ce parcours professionnel en commençant par cette origine personnelle forte qui vous a marqué pour la vie ? Merci d'en parler. Vous m'entendez bien là ? C'est vrai que à force de réfléchir à la question, je dois à François Gèze, il y a fort longtemps, de m'avoir dit « tu devrais raconter ton itinéraire de chercheuse en Afrique ». Et un certain nombre de mes anciens doctorants, qui sont devenus souvent des enseignants, des chercheurs à leur tour, ils m'ont dit, il y en a une qui m'avait beaucoup touchée, qui m'a dit « vous devriez nous raconter comment c'était avant, parce que nous, on ne sait pas ». Et ça m'avait frappé. Je me suis dit, c'est vrai que ça vaut la peine de raconter comment c'était avant. Parce que et avant, c'est quand j'ai décidé de travailler sur l'Afrique, c'était au tout début des années 60, c'est-à-dire au moment des indépendances. Je dis quelquefois, j'étais très contente de découvrir l'Afrique indépendante. Je n'avais absolument aucun héritage
d'aucune sorte. Je savais à peine que l'Afrique existait avant, et je n'avais absolument aucune attache particulière, familiale ou autre, avec l'Afrique. Et c'est effectivement la Maison de la Découverte qui a publié l'ouvrage, qui a trouvé le titre, Le choix de l'Afrique. C'est vrai que j'ai choisi vraiment, très volontairement, de travailler sur l'Afrique et sur l'Afrique subsaharienne. Alors, quand j'ai commencé, on disait Afrique noire à l'époque, parce que c'était un héritage colonial, en réalité. Maghreb et Afrique noire, c'était les deux des parties de l'empire colonial français. Et puis, un certain nombre de chercheurs, c'est parti toujours comme ça, arrive maintenant souvent des États-Unis, on dit on ne définit pas un 3/4 de 4/5 d'un continent par juste un trait physique de ses habitants. C'est un héritage colonial, c'est tout à fait vrai. Et l'habitude est donc prise par les chercheurs de parler d'Afrique. Alors en France, on dit très souvent Afrique subsaharienne. Les Africaines-Américaines sont très, très susceptibles. Et il y en a même qui ont dit comment on n'est pas des sous-sahariens. Pour tenir compte, on dit Afrique au sud du Sahara, ce qui est un petit peu long. Pourquoi l'Afrique subsaharienne, ça va un petit peu plus vite. C'est pas juste non plus, parce que ça concerne tous les États africains, qui sont maintenant 54 ou 55, sauf les 5 États qui sont riverains de la Méditerranée. Tous les autres sont englobés dans cette expression qui n'est pas juste géographiquement, effectivement, parce que vous avez toute une série d'États, le Mali, le Sénégal, le Niger, le Tchad, et d'autres qui ont une partie saharienne. Enfin bon, on sait de quoi on parle. On parle de l'Afrique qui n'est pas méditerranéenne, disons. Et l'histoire de cet ouvrage, en fait, elle est double. D'une part, j'avais effectivement envie de raconter, en me disant ça se perd et c'est dommage parce que c'est quand même très important, ce qui s'est passé en France pendant la guerre. Je l'ai vécu, enfin j'étais toute petite, j'avais entre 4 et 9 ans, mais très consciente. Et mes parents, mon père était ingénieur dans la ville de Beauvais, ingénieur des ponts et chaussées, et ils ont eu une voisine qui était l'épouse du professeur d'allemand du lycée de Beauvais, qui était allemande. Donc son mari avait dû la connaître en Allemagne pendant ses études, qui est venue dire à ma mère je ne sais pas si vous êtes juif et je ne veux pas le savoir, seulement sachez que c'est encore pire que tout ce qu'on raconte ici, et surtout ne vous déclarez pas. Et ma mère a écouté le conseil. Donc, mes parents ne se sont pas déclarés, ce qui a ajouté quelque chose d'intéressant dans cette histoire, c'est que mon père, qui était un jeune homme, enfin il est mort à 36 ans, des suites d'une blessure de guerre, est allé voir son ingénieur en chef. Et lui a dit je ne veux pas vous mentir, je suis juif, je ne suis pas déclaré, et donc je peux continuer à exercer mon métier, mais ça dépend de vous. Si ça vous gêne, je ne le fais pas. Et l'ingénieur en chef, qui était un drôle de mélange, mais pas très courageux, n'a pas trouvé d'autre idée que d'aller voir le directeur général de la région de Beauvais, qui était un officier de la Wehrmacht, parce que Beauvais était mis sous... le Beauvaisis, si vous voulez, était mis sous l'autorité de cet homme, qui n'était pas donc de la Gestapo, c'était un militaire de la Wehrmacht. Et l'ingénieur en chef est allé lui dire, voilà, j'ai un ingénieur qui est juif, mais qui ne l'a pas dit, est-ce que je peux le garder ? Donc, en fait, celui qui nous a sauvés, ce n'est pas lui, mais c'est l'officier de la Wehrmacht qui a répondu, je ne veux pas le savoir. Et d'ailleurs, je regrette beaucoup de ne pas avoir demandé à ma mère, qui est morte à 95 ans en 2004, donc avec qui j'ai pu montrer l'ébauche de ce que je racontais et vérifier un certain nombre des éléments que je raconte dans le début de cette égo-histoire. Elle m'avait dit, je regrette beaucoup de ne pas lui avoir demandé comment elle le savait, parce que c'est effectivement intriguant, qu'il avait été puni parce qu'il était... mal pensant, et envoyé sur le front de l'Est, cet Allemand, envoyé sur le front de l'Est où il avait trouvé la mort. Mais je ne sais pas, je ne
connais que par ce qu'elle m'a dit, la suite de cette histoire. Alors, je me suis dit, en réalité, au début, je m'étais dit, il faut que je fasse connaître ça à mes enfants. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de l'histoire française. Et puis, ça va se perdre parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont oraux, bien entendu, et vécus, mais qui ne sont écrits nulle part. Ça, c'est le tout début. J'étais dans les années 2000, puisque j'avais à ce moment-là écrit un peu un texte que j'ai pu soumettre à ma mère en 2003, enfin 1 ou 2 ans avant sa mort. Elle m'a corrigé quelques sottises, elle m'a donné quelques compléments. Ça vérifiait, si vous voulez, ce qui était en fait en partie des souvenirs personnels, mais beaucoup ce qu'on m'avait raconté. Parce qu'évidemment, entre 4 et 9 ans, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et en même temps, j'ai vécu très fortement cette période, sachant que nous étions clandestins, évidemment, vous ne pouvez pas le cacher, que nous sommes très vite venus, mon père est mort et ma mère est venue en pensant qu'on se cachait mieux à Paris. Donc, je savais parfaitement qu'on était clandestins. Tous les amis qu'on voyait étaient ou des résistants ou des juifs cachés. Et tout ça, je le savais. Tout ceci a fait que, et ça a beaucoup frappé, j'ai remarqué, moi j'avais vécu ça enfant avec beaucoup de normalité. L'important, c'était que je ne me souvenais pas d'avant, c'est-à-dire tout ce qui m'arrivait qui était totalement anormal, pour moi c'était normal, puisque je ne savais pas qu'il y avait autre chose avant. Donc j'ai vécu dans la normalité d'une clandestinité complètement anormale. Et ça m'a rendue très, très observatrice, alors avec toute une série de traumatismes que j'ai reconstitués après coup, que je raconte un petit peu au début du livre, qui fait que j'ai décidé de ne pas parler. J'ai vraiment décidé de ne pas parler de 3 à 7 ans. Ça m'a duré quand même longtemps. Je parlais aux enfants. Je parlais à ma mère, à ma sœur, à la bonne, comme on disait à l'époque, et je parlais tout bas à quelques personnes de confiance. Mais sinon, je ne parlais pas, et en particulier, je refusais absolument de dire les 4 mots de politesse, à personne, ni haut, ni bas, ni à ma mère, ni à personne. Bonjour, au revoir, s'il vous plaît, et merci. Ça, c'était complètement exclu de mon vocabulaire. Alors après, j'ai réfléchi, je me suis dit, tout ça, c'était un refus, en fait, c'était un rejet. Je ne voulais pas de tous ces gens-là qui nous avaient tués, qui avaient tué mes grands-pères, qui nous pourchassaient. Donc, je ne faisais confiance à un très petit nombre de gens, mais comme j'étais toute petite, c'était certainement inconscient. Et puis surtout, j'avais complètement oublié pourquoi je ne voulais pas parler. Ça, c'est une reconstitution que j'ai faite en écrivant le livre, en réalité. Mais je sais très bien pourquoi je ne voulais plus parler. Je ne céderai pas. Puisqu'on voulait me faire parler, puisque j'avais décidé de ne pas parler, je ne savais pas pourquoi, eh bien, je ne céderai pas, c'était une question d'honneur. Et donc, ça a été très long à déverrouiller, si vous voulez, et c'est arrivé à l'âge de raison, en réalité, je le raconte dans le livre, ça n'a pas grande importance, mais j'étais amusée dans l'émission avec Laure Adler, parce que ça l'a beaucoup frappée, ça, elle m'interrogeait beaucoup sur cette période de silence, que moi j'ai vécu très normalement, je ne céderai pas, c'est ma personnalité, j'ai décidé de ne pas parler, donc je ne parlerai pas. Et puis le jour où ça s'est décoincé, j'ai parlé tout à fait normalement. Personne ne m'a dit, j'étais intelligent. Ah bon, tu parles maintenant? Non. Donc ça a glissé. Je suppose que maintenant, on m'aurait mis entre les mains d'un pédopsychiatre et qu'on avait fait des tas de choses. Mon père, paraît-il, disait-il avant sa mort, fichez-lui la paix. Et je crois qu'il avait raison. C'est comme ça. Mais c'était donc une réaction viscérale contre l'occupation et contre la clandestinité. Alors, toutes ces aventures qui ont été dures, pas pour moi, parce que j'étais protégée, mais pour ma mère, qui avait 32 ans, qui s'est trouvée toute seule avec à sa charge son père, qui lui était
déclaré juif et qui s'appelait Veil et qui a été gazé à Auschwitz, son beau-père qui s'est suicidé, il y en a un troisième, j'oublie, enfin, mon père qui était mort, effectivement, quand même, essentiellement. Et donc, à 32 ans, elle s'est trouvée en charge, elle n'avait jamais travaillé, elle s'est trouvée en charge de deux petites filles, d'une belle-mère et de son père, et il fallait qu'elle gagne sa vie. C'était une femme qui s'est révélée, une femme d'action, très, très énergique et intelligente, et elle a réussi à le faire, et comme je le rappelais, raconte aussi, elle a réussi à nous former de telle façon que je n'ai jamais eu de culpabilité. Au contraire, nous avions raison. Nous avions raison, c'est nous qui étions les justes, si je puis dire, et Pétain et ses sbires avaient tout faux. Et par conséquent, nous devions nous conduire en responsables par nous-mêmes, et nous devions savoir ce qui était bien et ce qui était mal, parce que ce n'était pas le gouvernement ni Pétain qui allait nous le dire. Et c'est une éducation en réalité très énergique et très volontaire qui m'a, je pense, beaucoup aidé toute ma vie, avec le sentiment aigu que j'étais responsable de moi-même, et si je faisais des bêtises, c'était moi. Donc il ne fallait pas faire de bêtises. Et c'était à moi de juger si c'était bien ou mal ce que je faisais. Alors toute cette expérience, j'ai voulu la raconter parce que finalement, je me suis rendu compte que ça m'avait permis de faire beaucoup de choses. Et en réalité, ça m'a permis, en fait, de ne pas avoir peur. Alors je traduis ça en disant, puisque je n'avais pas eu peur des nazis, de quoi pouvais-je avoir peur ? J'avais eu une réflexion un jour dans mon ouvrage que j'avais fait lire à un ami en lui disant, il y avait une phrase de ma mère très importante qui disait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et il m'a dit, oh ben c'est banal ce que tu as écrit. Ah, je me suis dit, il faut que j'explique pourquoi c'est pas banal, parce que c'est vrai. Je l'ai vécu, ça. Tant qu'il y avait de la vie, il y avait de l'espoir. Et s'il n'y avait plus la vie, ou si on tombait entre les mains des Allemands, des miliciens en particulier, des miliciens français, ce qu'on appelait ceux qui avaient les casquettes plates. Les miliciens avaient les casquettes plates, les sergents de ville avaient le képi. Les casquettes plates étaient très dangereux. Et ce qu'il fallait, c'est éviter de se trouver en face d'Allemands, parce que ça, c'était le mal absolu. Tout ça, je le savais. Tout ça, je l'ai vécu, et tout ça, donc j'ai essayé de le rendre. J'ai réfléchi en me disant, ça m'a permis effectivement de pouvoir envisager de faire des choses que les autres ne faisaient pas. Alors là-dessus, bon, après c'est une petite partie du livre, mais je me suis dit, mon enfance m'a construite pour me permettre de faire ce que j'ai fait ensuite. Et c'est pourquoi j'ai rassemblé les deux pour répondre à votre question. C'est une petite partie, mais qui est très importante, vous le dites vous-même. Et puis, le personnage de votre mère est très important. En fait, c'est votre modèle, et vous montrez la difficulté aussi, les histoires de conversion, et tout ce qu'il fallait faire pour éviter des maux plus importants, le regret de l'avoir fait, mais la fierté de le faire. Enfin voilà, c'est une histoire complexe aussi que vous examinez en détail, et c'est très prenant. Mais c'est la vie clandestine, et quand au moment, alors ça a été, si vous voulez, le premier choc, le grand traumatisme de mon enfance, qui fait que mon adolescence, après la guerre, entre 10 et 20 ans, je l'ai trouvée très banale. Il n'arrivait rien. Par rapport, souvent les jeunes se souviennent beaucoup de ce qui s'est passé au moment de l'adolescence. Moi, je trouvais qu'il ne se passait rien par rapport à ce que j'avais vécu avant, et que les autres ne connaissaient pas, justement, parce que c'était des choses qu'on ne pouvait échanger qu'avec ceux qui l'avaient aussi vécu. Et là-dessus, bon, j'étais dans une famille de gauche, nous étions contre la colonisation,
Et donc, mais je pensais, j'ai toujours voulu faire de l'histoire, je le raconte aussi. C'était vraiment une idée fixe. Vous avez failli être historienne. Quelle que soit la qualité des enseignants, et quelquefois vous avez failli être mauvais. Historienne du Paris du XVe siècle, quand même. Oui, voilà. Alors, je devais faire une thèse sur Paris au XVe siècle, au moment où il y a eu la guerre d'Algérie. Mon mari était un sursitaire tardif. Il avait 27 ans, il avait tiré vraiment au maximum pour passer l'agrégation, parce qu'il avait fait des tas d'autres choses, et qu'il fallait quand même passer l'agrégation à un moment ou à un autre. Donc il avait 27 ans quand il est parti au service militaire, dont un an d'Algérie, 27 mois et demi de service militaire à l'époque, dont un an d'Algérie. Moi j'étais jeune enseignante au lycée de Chartres, et j'ai mis à profit les congés scolaires, en particulier le congé de Pâques, pour aller le voir. Il était à Oran, au service cartographique de l'armée. Il était, j'en étais très heureuse, il était, dans sa jeunesse, il était asthmatique, ça lui a passé après, et très myope, donc il était inapte opérationnel. Alors ça, c'était vraiment un bouclier, pas absolument étanche, hein, il m'a caché des trucs, mais enfin quand même, ça le projetait, protégeait beaucoup. Il était donc au service cartographique de l'armée à Oran. J'y suis allée à Pâques. Et puis là-dessus, j'étais enceinte de ma première fille. J'ai décidé d'aller accoucher à Oran. Et donc j'ai passé finalement du mois de mai au mois d'octobre de la rentrée scolaire pour rentrer enseigner à Oran, en Algérie. Et j'ai retrouvé cette atmosphère de clandestinité. C'était 60, la guerre n'était pas encore très visible à Oran, elle était très visible à Alger. Nous sommes allés pendant un week-end assez épique. Et j'ai retrouvé cette atmosphère de clandestinité, parce que l'épicier à qui j'allais acheter, c'était un chef du FLN qui s'est révélé après-guerre, la sage-femme qui s'occupait de moi avait une sœur qui était dans la clandestinité, etc., etc. Donc c'était quelque chose que, d'une certaine façon, je connaissais déjà un petit peu d'une autre forme. Et puis je me suis dit à ce moment-là, je ne vais pas travailler sur le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, bon, d'accord, c'est très bien, mais passer ma vie au Moyen-Âge, non. Là, il y a un terrain, véritablement, qui a quand même été un peu défriché pour l'Afrique du Nord, mais pas du tout pour l'Afrique subsaharienne. J'ai rencontré un directeur de recherche qui, justement, avait une certaine peine à trouver un jeune chercheur ou chercheuse intéressé par l'Afrique subsaharienne. Ben, j'ai dit, pourquoi pas, c'est l'Afrique. Et c'est comme ça que j'ai choisi de travailler sur l'Afrique au début des années 60. Je suis rentrée, j'ai eu la chance d'être recrutée assez jeune à l'école pratique des hautes études, qui est devenue ensuite l'école des hautes études en sciences sociales après les années 70, comme chef de travaux. Et j'ai donc été formée en études africaines d'une façon aussi très originale à l'époque, parce que complètement pluridisciplinaire. C'était l'idée de Fernand Braudel, qui pensait qu'il fallait faire des sciences sociales, humaines et sociales, et pas seulement juste de l'histoire. Donc il y avait tout un petit groupe de directeurs d'études, géographes, historiens, sociologues, linguistes, etc. Et c'était vraiment le ferment de ce qui allait devenir une école historique qui n'existait pas encore en France. C'est aussi ce qui m'a plu. C'est pas que je voulais faire quelque chose mieux que les autres, pas du tout. J'ai gardé de mon enfance le sentiment que ce que faisaient les autres ou pas... Oh là là, ça c'est mon téléphone, je suis navrée. Où est-ce qu'il est, celui-là? On l'entend pas. On l'entend pas, on l'entend pas. Non. Ah, quelle horreur. Excusez-moi, j'ai complètement oublié de le rendre silencieux. Et c'est très rare qu'il fonctionne. Alors, bon. On l'entend pas, je vous assure. Bon, il s'est arrêté, c'est déjà ça. Mais je vais quand même le mettre sur silencieux, parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà. Alors, allez, silence. Silence. il nous dit adieu. Et bon, du coup, je ne sais plus où j'en étais là. Oui, vous parliez
Au début, Oui. chef de travaux. Donc, j'ai été formée par ce groupe, et puis j'ai dit, il faut que j'aille en Afrique. Il faut que je connaisse quand même, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait différent de chez nous, il faut que j'y aille. Pour les historiens, à l'époque, c'était pas évident. J'ai eu une subvention du CNRS qui me payait, qui n'était pas équivalente au prix du vol pour y aller, à l'aller-retour. Alors je me suis dit, on était jeunes mariés, 2 enfants, on n'avait pas beaucoup d'argent, c'est pas possible, je peux pas aller 3 ou 4 mois, en Afrique à nos frais, on les a pas. Je suis allé voir le directeur de la commission CNRS, qui était un historien spécialiste de l'Allemagne au 19e siècle, et qui m'a dit, en faisant un trait d'humour que j'ai pas très bien apprécié, mais vous savez, madame, moi je suis spécialiste du 19e siècle, je n'y suis jamais allée. Mais comme il était content de son bon mot, il a quand même donné la rallonge financière. Et j'ai pu, aussi grâce à mon mari, qui a toujours été, ça c'était quelque chose, j'ai eu une chance extraordinaire. Enfin, j'ai vécu en couple jusqu'à sa mort 53 ans, et il était féministe avant l'heure. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, chaque fois que je lui disais, est-ce que tu crois que je ferais ça quand même? Je peux pas. Il disait, si, fais-le. Et donc, il m'a beaucoup aidé moralement. Enfin, j'espère que je l'ai un petit peu aidé aussi moralement de mon côté, mais c'était une collaboration faite de respect mutuel. Donc, il m'a beaucoup encouragé à faire ce que je fais. En particulier, quand je suis partie 4 mois, la première fois, c'était en 1965 en Afrique. Nos 2 premières filles avaient 5 ans et 3 ans. Et ben, il a pris la charge. Enfin, il n'était pas tout seul. Il avait quelqu'un à la maison, mais néanmoins, il a pris la responsabilité de les garder pendant que moi, j'allais batifoler du côté africain. Donc, je raconte dans l'ouvrage, justement, comment je suis partie en 65, toute seule, un peu inquiète quand même, en Afrique équatoriale, au Gabon, au Congo, essentiellement. Je voulais reconstituer un petit peu tout ce qui se passait là. J'avais une thèse de 3e cycle sur un itinéraire de Brazza, Savorgnan de Brazza, qui a créé la colonie du Congo français en 1885. Et puis une thèse d'État, à l'époque c'était une thèse d'État, que j'ai travaillé jusque dans les années 72, sur les grandes compagnies privées concessionnaires qui avaient la charge d'exploiter l'Afrique équatoriale française, parce que le gouvernement français et le Parlement ne voulaient pas financer. Ils trouvaient que c'était des aventures dangereuses et qui coûtaient cher, et donc on va le donner au privé. Donc ça fait des catastrophes, et donc j'ai vécu 10 ans dans les catastrophes entre 1900 et 1930 de ces compagnies et de ce qui se passait en Afrique. Ce que j'ai découvert avec plaisir, disons, en arrivant en Afrique aussi, c'est que, en fait, contrairement à ce que je croyais, le fait, j'avais 29 ans, je crois, quand je suis partie, le fait d'être une jeune femme, toute seule, ben finalement, ça m'a beaucoup aidée. Parce que, évidemment, je suis partie bardée de recommandations des directeurs parisiens des grandes compagnies en question ou de leurs héritages. Et donc, quand j'apportais une recommandation du grand chef du PDG de France à son adjoint au Gabon ou au Congo, il était tout prêt à m'aider. Il me recommandait à un autre, qui me recommandait à un autre, et de recommandation en recommandation, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Et du côté africain, le tourisme n'existait pas du tout à l'époque. Il n'y avait pas d'hôtel. Hein. Il devait y en avoir 1 ou 2 dans les capitales, mais pour le reste, c'était vraiment... C'était ce qu'on appelait les cases de passage. Alors, il fallait trouver une case de passage, il fallait trouver quelqu'un qui pouvait m'héberger, etc. Enfin, c'était ça a été effectivement assez aventureux et en même temps extrêmement instructif, parce que je m'immergeais dans dans plusieurs milieux que je ne connaissais pas, et j'ai essayé de rendre un petit peu ça dans l'ouvrage, tout en recherchant des sources.
Et j'ai fait ça à plusieurs reprises en réalité. Ça, c'était la première mission. J'y suis retourné en 67, j'y suis retourné en 69. Et puis après, à partir des années 70, je suis allé en Afrique tous les ans jusqu'au début des années 2000. Enfin, jusqu'au Covid finalement. Ce qui est frappant, dans votre premier voyage, Oui. et qui est, bon, on le sait, mais c'était le moment, c'était les indépendances. On était passé dans la coopération plutôt que dans la colonie, a priori. Mais par contre, vous rencontrez un racisme extraordinaire parmi les gens chez qui vous allez. D'ailleurs, aussi bien chez les coopérants, de bonne volonté, mais qui conservent un racisme qui vous frappe, et aussi chez certains chercheurs de l'Orstom, par exemple, dans leur attitude par rapport aux populations qu'ils sont venus étudier ou aider, etc. Ah oui, je découvre quelque chose auquel je ne m'attendais pas, parce que ce n'était pas du tout le climat, justement, du petit cercle d'africanistes que je fréquentais aux études. C'était le racisme qui m'a sauté à la figure, que je ne m'attendais pas, un racisme tout à fait normal, enfin, normal entre guillemets. Ça faisait un siècle, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles si on compte avec l'esclavage et la traite des esclaves avant la colonisation, où l'on avait expliqué aux petits Français pendant des générations que les Africains étaient des sauvages, que c'était comme des grands enfants, qu'il fallait les élever et les corriger, et que n'importe comment ils étaient. Alors ça restait encore implicite, alors qu'on savait que ça n'était plus vrai, qu'ils étaient inférieurs, sinon racialement, parce que ça quand même, on savait que les races n'existaient plus, théoriquement, mais intellectuellement. Et scolairement, évidemment, parce que c'est vrai qu'il y a eu des écoles pendant la colonisation, il y en a eu beaucoup moins en Afrique équatoriale qu'en Afrique occidentale, et que le diplôme supérieur que les petits Africains, et une minorité de petits Africains pouvaient avoir en 1960, c'était le certificat d'études. Si bien que c'était évident que tout le personnel africain en place, en poste, tout, presque tous, sauf quelques exceptions, bien sûr, qui a pu faire des études secondaires ou supérieures hors Afrique, il était évident qu'ils n'étaient pas adaptés au travail administratif, politique de l'époque. Ils n'étaient pas compétents. Ils n'avaient pas encore la compétence. Ils l'acquéraient, mais... et par conséquent, la coopération... Ce que j'ai découvert aussi, c'est que la coopération n'était pas seulement, et peut-être minoritairement scientifique. À l'époque, elle était administrative et politique. C'est-à-dire qu'à la tête de toutes les grandes entreprises, c'était des Français, à la tête des administrations, c'était des Français, et à la tête de l'État, c'était un petit peu, pas très visible, mais tout à fait évident, aussi des Français. Par exemple, Léon Mba, le président du Gabon, était un malade, il se faisait soigner en France en 1965. On m'avait dit, tu n'auras aucune possibilité à l'intérieur si tu n'as pas une lettre ministérielle. Je suis allé voir le ministre de l'Intérieur, qui m'a très gentiment reçu, qui m'a dit qu'il enverrait des téléx partout qui ne sont jamais arrivés, et qui m'a remise entre les mains de son adjoint. Ben, son adjoint était un ancien administrateur colonial. Et cet ancien administrateur, je le raconte dans l'ouvrage, on traverse ce couloir qui était large comme le premier rang et moi, ici. Il m'avait jamais vu, hein, ce Français. Il a un geste en montrant le bureau du ministre et il me dit, vous savez, ces gens-là, avec les façons, nous en faisons ce que nous voulons. Moi, j'étais prête à m'asseoir par terre d'étonnant, parce que je m'étonnais. Et c'était vraiment ça. C'était le fait que ils ne sont pas comme nous, ils sont inférieurs, ils ne savent rien, donc c'est nous qui faisons les choses. Ce qui n'était pas faux, d'ailleurs, effectivement.
Alors on le retrouvait aussi effectivement chez un certain nombre de chercheurs. Tous les chercheurs qui étaient là n'étaient pas nécessairement des africanistes. Il y avait des géologues, il y avait des spécialistes de tas de choses. Et c'était au Dahomey, le Bénin aujourd'hui, j'étais en 67, 65 ou 67. Je suis allé voir la capitale de l'ancien royaume d'Abomey, où il y a toute une série de restes tout à fait extraordinaires qui viennent d'être restitués en partie par le musée du Quai Branly. Et quand je suis rentrée, c'est un chercheur de l'Orstom qui m'a dit: ah bon, ces choses-là, vous avez trouvé ça intéressant, ce que vous a raconté le gars qui est sur place. Alors le gars sur place, c'était un jeune Gabonais qui avait été formé par le dernier anthropologue qui avait été sur place avant l'indépendance, Jacques Lombard, qui était un très bon spécialiste, et qui avait donc formé un jeune homme qui faisait visiter, un jeune Gabonais qui faisait visiter les choses pas mal, et moi ça m'avait passionné. Et le chercheur de l'Orstom, qui n'était pas un africaniste, m'a dit: oh, ça vous a amusé ces petits trucs? Ces petits trucs, c'était quand même l'art béninois hérité, dont il restait quand même un certain nombre de choses. Donc voilà, j'ai essayé de rendre compte. Alors, c'était aussi une époque très étonnante, parce que c'était une époque qui était en partie révolutionnaire pour un certain nombre d'États, avec des jeunes intellectuels, peu nombreux, mais formés à l'étranger, qui rentraient au pays et qui voulaient faire la révolution. Donc, ça a donné ce qu'on a appelé les régimes marxistes-léninistes révolutionnaires. Alors, il y en avait un au Congo français, il y en avait un au Dahomey, il y en a eu un plus tard au Mozambique, où je suis allée aussi. Et dans les premières années révolutionnaires, c'était l'enthousiasme révolutionnaire, très maladroit, mais très intéressant. Et puis, évidemment, au bout de quelques années, tout ça est retombé et a donné des dictatures épouvantables. Mais j'ai donc vu, au cours de ces 40 ans de vie professionnelle, en y allant presque tous les ans, et souvent, après, je suis beaucoup allée plutôt du côté du Sénégal et du Burkina Faso, c'est-à-dire en Afrique occidentale, une évolution très intéressante. Les gens sont passés de cette situation néocoloniale que j'ai connue vraiment et que j'ai vécue au début à une indépendance d'esprit intellectuel qui est maintenant très développée dans un certain nombre de pays, en particulier au Sénégal. Au Sénégal, moi je l'ai connu encore jusque dans les années 2000, avec deux universités. La grande université française à l'origine, qui restait une très bonne université, l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, et l'université de Rufisque. Eh bien, aujourd'hui, les universités publiques sont à leur 7e création d'université au Sénégal. C'est-à-dire que depuis 10 ans, vous avez une extension formidable de l'éducation supérieure. Et tous ces gens-là travaillent, tous ces gens-là pensent, tous ces gens-là discutent, tous ces gens-là se rencontrent, et on n'en sait rien en France. J'étais récemment à une réunion à la rue d'Ulm, organisée par les jeunes normaliens intéressés par la réunion de Macron, de la politique africaine, etc. Donc, et il y avait en particulier une normalienne remarquable, d'origine sénégalaise, qui parlait énormément de la diaspora, en pensant que tout allait venir de la diaspora. C'est vrai qu'il y a eu des diasporas africaines importantes, un peu en France, et surtout aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, un peu partout, et qu'ils pensent beaucoup. Mais beaucoup de ces gens de la diaspora vont en Afrique pour discuter avec tous les ans des conférences qui ont lieu, en particulier, je les connais bien, celle-là, à Dakar, pour réfléchir un peu comment ils pourraient arriver à réfléchir les choses. Et je disais à cette jeune malienne, qui était
française de culture. Elle se sentait double nationalité. Et tout à fait légitimement, elle est à la fois sénégalaise et française, mais de culture vraiment française. Disant, tout viendra de la diaspora. Je lui ai dit non. Il faut que les diasporas connaissent ce qui se passe en Afrique. Il faut que vous alliez à Dakar pour rencontrer ces gens qui se réunissent à l'université de Dakar, à l'université de Rufisque, et qui de leur côté refont aussi le monde. Il faut que vous travailliez ensemble. Mais ce n'est pas nous, Français, qui allons apporter quelque chose. Diaspora ou pas diaspora, ça vient de France. Donc attention. Et on continue, vous voyez, à avoir ce paternalisme, ce maternalisme qui tient au fait que nous sommes très mal informés en réalité, parce que les choses changent très vite. Moi, c'est ce que j'ai pensé à partir des années 90, 1990, je crois que je vous l'ai dit. Tous les hebdomadaires politiques français, les trois, c'était plus ou moins les trois mêmes, l'Express, l'Observateur, qui n'était pas encore le Nouvel Observateur, et Le Point. Et Le Point, oui, c'est ça. Ils ont tous à 8 jours d'intervalle, ils ont eu à peu près le même titre. L'Afrique, c'est fini. Ça y est, l'Afrique n'est plus intéressante puisqu'elle n'est plus le champ de rencontre entre l'Est et l'Ouest, donc l'Afrique, c'est fini. Mais moi, j'ai dit, mais non, l'Afrique, ça commence. D'ailleurs, ça a commencé, c'est-à-dire que les premières, ce qu'on appelait les conférences nationales, c'est-à-dire le désir de changer, la première a lieu au Dahomey en janvier 90, c'est-à-dire 2 mois après la chute du mur de Berlin. Et à partir de ce moment-là, vous avez des évolutions. C'est-à-dire que jusque dans les années 90, j'allais en Afrique chaque année et je trouvais que je trouvais la même chose que l'année d'avant. Et à partir de 90, chaque année, c'était différent. Ça avait avancé, ça avait changé. Alors, pas toujours en bien, hein, mais évidemment, il ne faut pas être rêveur sur l'avenir radieux, mais disons que la conscience politique et civile d'une partie de plus en plus grande de la population, et alors ça s'est énormément accéléré depuis quelques années grâce à Internet. Tout le monde est informé, au fin fond des campagnes, les gens sont informés, et le téléphone portable. Je pense qu'il n'y a pas de continent au monde où il y ait autant de téléphones portables qu'en Afrique subsaharienne. Pratiquement tout le monde, y compris les paysans, dès qu'il y a un peu d'électricité possible ou des piles qui marchent à peu près, a un téléphone portable ou 2 téléphones portables. C'est-à-dire que les liaisons, et ça correspond assez bien à l'héritage culturel général africain, qui est un héritage oral. Donc qu'on méconnaît, je trouve, beaucoup en France, où on a le sentiment que l'écrit seul est important. L'oral, c'est très important, et la transmission par oral, dont le téléphone portable, c'est fondamental. Et tout le monde est au courant de tout. Et je dirais que le téléphone portable est beaucoup moins nocif que les réseaux sociaux sur Internet. Internet, il faut avoir l'électricité à demeure, et des trucs de ce genre-là, ça c'est plus difficile. Mais le téléphone portable, ça fonctionne très bien. Et les gens sont très informés de tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, en France, on ne s'en rend pas compte. D'un point de vue professionnel, alors, parce que vous en parlez quand même beaucoup dans le livre, il n'y avait pas d'histoire de l'Afrique dans l'université française, et vous avez fortement contribué à en organiser une. Et là aussi, c'est une aventure merci de le rappeler, de longue durée. En 1960, les universitaires français, les historiens français à l'université ou ailleurs, disaient que l'histoire de l'Afrique n'existe pas. Parce que ce qui avait été transmis par l'époque coloniale, c'était qu'il y avait des populations sauvages, ou à peu près, non civilisées, qui avaient commencé d'être un peu civilisées avec la colonisation, et qui sortait enfin du marasme avec les débuts de l'indépendance. Avant, ça n'avait pas bougé pendant des siècles et des siècles. Mais non, c'était la confusion entre écrire l'histoire et vivre l'histoire. Toutes les sociétés ont une histoire. Dire que l'Afrique n'avait pas d'histoire, c'était totalement stupide.
D'ailleurs, à partir du moment où l'histoire s'est développée, elle s'est développée très fort après 2001, l'histoire de l'Afrique en France, grâce à la loi Taubira, parce que la loi Taubira a dit l'esclavage est un crime contre l'humanité, mais l'article 2 dit, et par conséquent, il faut l'enseigner dans les écoles. Or, les enseignants sont aperçus qu'ils ne savaient rien sur la question parce que jamais personne ne leur avait enseigné l'histoire de l'Afrique, ni à l'école, ni dans le secondaire, ni dans le supérieur. Et que, par conséquent, il fallait des travaux. Donc les travaux se sont démultipliés depuis les années 2000. Et maintenant, on sait beaucoup de choses sur l'histoire africaine à travers le continent. Il y a beaucoup de sources, pas seulement écrites, mais orales, archéologiques, et tout ce qu'on veut. Et il y a beaucoup de connaissances qui ne sont pas encore dans le grand public. C'est pourquoi, depuis ma retraite, d'ailleurs, j'essaye de faire des publications de ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique. Vulgarisation, j'aime pas beaucoup ça, parce que c'est pas de la vulgarisation de mauvais aloi, c'est véritablement faire connaître un public qui n'est pas spécialiste, donc avec une langue qui parle à ceux qui lisent et non pas une langue de spécialistes, tout ce que l'on sait maintenant sur l'histoire africaine. Et c'est vrai qu'on en sait beaucoup, alors qu'il y a 30-40 ans, on en savait très peu. Et quand moi j'ai commencé à faire de l'histoire africaine, il n'y avait pas d'histoire en France. Il y en avait en Angleterre. Ça a commencé un petit peu aux États-Unis, mais en France, il y avait quelques écrits d'histoire, mais c'est ma génération, en fait, qui a commencé à écrire l'histoire africaine. Alors, ma génération, et surtout, je dirais, dès le début, nos étudiants. Et nos étudiants étaient en très grande majorité des jeunes Africains francophones, parce qu'en Afrique francophone, il y avait une seule université en tout et pour tout, c'était l'université de Dakar, et elle n'avait pas le niveau de thèse. Donc un jeune historien qui voulait faire une thèse était obligé de venir en Europe, et la plupart évidemment venaient en France, où nous étions 3. Une à Paris 7, un à Paris 1 et un à Aix-en-Provence, pour diriger quand même beaucoup d'étudiants. Et former un chercheur, ça prend à peu près maximum d'une dizaine d'années. On le prend au niveau de la maîtrise, de la licence, de la maîtrise, ou un petit peu avant. On l'amène jusqu'à la thèse. À ce moment-là, il repart dans son pays. Ils sont tous repartis dans leur pays. La France n'a pas recruté d'historiens africains subsahariens. Pratiquement un dans l'université française. Et qui est parti au Canada, d'ailleurs, parce qu'il était mal accepté. Et donc, ils sont partis dans leur pays, ils ont enseigné à leur tour, et on en est maintenant à la 4e ou 5e génération depuis le début des années 70, où, effectivement, j'ai été à l'initiative d'un laboratoire à l'université Paris 7, maintenant l'université de Paris, un laboratoire d'études des pays, histoire et géographie et politique des pays du Sud. Et moi, évidemment, ma charge Tiers-monde c'était à des pays l'époque, d'Afrique noire. Vous avez appelé ça un centre d'études du tiers-monde, ce qui vous, c'est ça. vous a valu Alors, une polémique. Le mot qui avait été inventé par Alfred Sauvy et Georges Ballandier, c'était tiers-monde. Alfred Sauvy avait fait une comparaison entre le tiers-État et le tiers-monde. C'était dans les années 1970 ou quelque chose comme ça, 72. Et le terme a longtemps été adopté. Il est devenu ringard après parce que le tiers-monde, ça s'est beaucoup diversifié. Alors, notre laboratoire au PNUARH s'est appelé Laboratoire Connaissance du Tiers-Monde. Au bout d'un certain temps, il s'est appelé Laboratoire Connaissance des Tiers-Mondes. Et puis après, il s'est appelé Histoire des développements. Puis les développements à leur tour. Le concept a été discuté. D'ailleurs, on n'était pas d'accord avec ce concept, mais le gouvernement était conservateur à ce moment-là. Alors, on a pensé que c'était un bon concept pour plaire aux autorités du CNRS. C'était Société en développement. Et maintenant, il existe toujours avec... moi, j'ai pris ma retraite depuis une dizaine d'années. Et donc, je ne saurais plus vous dire. Ça s'appelle le CESMA, c'est-à-dire connaissance aussi des pays Afrique, Asie... Amérique latine. C'était vraiment un centre tout à fait original en France, ça n'existait pas.
Ça a été donc un centre de rencontre de beaucoup de jeunes intellectuels africains qui sont retournés dans leurs différentes universités et qui sont maintenant comme je vous le disais, à la 5e génération de formation dans leurs propres universités. Maintenant, il y a des universités dans tous les États francophones. Il y en a bien plus dans les États anglophones. Et donc, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu, en fait. Vous racontez tout ça, et même si on n'est pas spécialiste, on est intéressé parce que c'est un long combat pendant de nombreuses années. Et votre ligne directrice, ça a été quand même toujours, il faut former des Africains ou permettre à des Africains de se former pour faire l'histoire de l'Afrique. Ah et oui, ça c'était mon combat. Encore aujourd'hui, je dirais. Ça a été mon combat, et c'était un combat difficile parce que c'était pas du tout dans les mentalités... alors, pour parler de ma discipline, des historiens français. Les historiens français, bon, comme dans tous les pays d'ailleurs, la majorité des historiens font l'histoire de leur propre pays. Donc, 95% des historiens français sont spécialistes de l'histoire de France, excellents spécialistes d'ailleurs. Bien sûr, il y a un petit pourcentage pour les autres pays européens. Et puis, il n'y avait pas d'historien de l'Afrique. Il y a eu une chaire d'histoire de la colonisation tenue par un très grand historien spécialiste du Maghreb, Charles-André Julien, qui avait été créé en 1947. Il a pris sa retraite en 1961. Juste au moment où moi je cherchais un directeur de recherche, j'étais bien embêté parce qu'il n'y en avait plus. Ça a été aussi, je raconte, comment trouver un directeur de recherche pour une thèse d'État alors qu'il n'y a pas de spécialiste, justement. Et bon, j'ai trouvé un directeur tout à fait gentil et charmant, mais on ne peut pas dire qu'il m'ait dirigé parce que c'était un ancien administrateur colonial qui est devenu professeur d'université au moment où, en 1962, on a créé 2 chaires d'histoire de l'Afrique dans l'ancienne Sorbonne. Alors, il faut rappeler aussi que du côté britannique, c'est d'ailleurs très intéressant parce que les Britanniques ont créé 2 chaires d'histoire de l'Afrique en 1947. Et 1947, c'est l'indépendance de l'Inde, c'est-à-dire l'indépendance du premier État, de la première colonie du Sud. Donc l'émancipation et la demande d'histoire. Donc les Britanniques ont créé une chaire à Londres et une autre, c'est intéressant aussi, en Gold Coast, ce n'était pas encore le Ghana, en Afrique, 1947. Et c'est vrai qu'en France, on a pris une génération de retard à cause de nos guerres coloniales et l'obstination à vouloir garder un empire qui se démembrait. Les 2 premiers professeurs à l'université sur l'histoire de l'Afrique subsaharienne en France, c'est 1962. C'est-à-dire, effectivement, 47-62, vous voyez le retard. Ce qui fait qu'on essayait de mettre les bouchées doubles et travaillant sur la période plus contemporaine, 19e, 20e siècle, finalement, il n'y avait que mon université. Et donc, nous avons vu passer beaucoup d'étudiants africains. Et alors, il y avait plusieurs spécialistes chez nous à Paris 7. Il y avait une spécialiste de Madagascar, il y en avait un sur le Mali, il y en avait un sur la Côte d'Ivoire, etc. Mais ce sont d'excellents chercheurs, très compétents, mais qui ont mis un certain temps, parce que ça prend du temps, à soutenir leur thèse d'État. Et tant qu'ils n'avaient pas leur thèse d'État, ils n'étaient pas habilités officiellement à diriger des thèses. Moi, j'étais docteur d'État depuis 70, donc j'étais habilité. Donc, je signais pour tous les autres, si je puis dire. Je n'avais pas pensé à une conséquence qui traîne maintenant sur Wikipédia ou ailleurs, que j'ai dirigé 150 thèses. Non. J'ai signé, effectivement. Et moi, j'en ai dirigé... Une cinquantaine, quand même. Une cinquantaine. Et j'ai vu Michel Perrault, dont j'étais collègue pendant très longtemps et qui est spécialiste d'histoire des femmes, a dit aussi, j'ai dû diriger une cinquantaine de thèses. Donc, c'est vrai qu'en sciences humaines, on était, pour des sujets
considérés comme marginaux ou minoritaires, on était très sollicités, on avait beaucoup d'étudiants, on en avait trop. Mais c'était un des charmes du métier aussi. Et ce qui fait que tous ces gens maintenant sont devenus, enfin pas tous, mais beaucoup sont devenus d'abord des collègues, et puis un certain nombre des amis. Et je pense que le meilleur étudiant que j'ai jamais eu en histoire africaine, il s'appelle Ibrahim Atioub, il est sénégalais. Il vient de prendre sa retraite, il a fini recteur de l'université de Dakar. Et j'avais eu une grande fierté un jour parce que j'étais à Dakar, il était recteur, il devait aller faire une conférence dans je ne sais plus quelle ville suisse. Et il ne pouvait pas, parce qu'il y avait trop de charges. Il m'a dit, tu ne pourrais pas me remplacer. Et alors je suis allée faire la conférence à la place d'Ibrahima, et j'étais très fière de remplacer un chercheur que j'avais dirigé. Enfin, je trouvais que c'était l'aboutissement d'une carrière. Et j'ai payé, comme c'était en Suisse, j'ai eu droit à une réception de recteur. On reçoit les recteurs mieux que les professeurs d'université. Et j'avais une boîte de chocolat grande comme ça. On a plus le temps de parler en détail, mais sur les rencontres, alors c'est formidable. Parce que vous avez rencontré à la fois des dictateurs, des révolutionnaires. Vous avez même un président d'une république qui vous a convoqué pour que vous révisiez votre position sur l'appréciation du travail universitaire de son, je ne sais plus si c'est son fils ou son neveu. Ah oui, j'ai pas le temps de raconter, mais j'ai eu une entrevue absolument surprenante avec le président Bongo. Ça devait être en 1974, quelque chose comme ça, et qui m'a reçu pendant 2h30 en me racontant des tas de balivernes que je raconte dans le livre, incroyables. Tout ça parce que, en fait, j'avais eu un très mauvais étudiant, ça arrive, qui m'était arrivé du Canada, où il avait commencé ses études, qui voulait faire une thèse de troisième cycle, enfin oui, une maîtrise ou une thèse de troisième cycle, je ne sais plus. Et au bout de 2-3 ans de désespoir, je lui avais donné la mention passable je pourrais dire pour m'en débarrasser, parce que je ne savais plus quoi en faire. Et ben, il s'était trouvé, il n'avait pas le même nom que Bongo, il s'est trouvé que c'était un neveu de Bongo. Et que mon entrevue avec Bongo consistait à me dire, puisque c'est mon neveu, il faut lui donner une thèse avec mention. Évidemment, il n'a pas dit comme ça. Et alors moi, je me suis dit, ça a duré très longtemps, ça a duré 2-3 heures, cette entrevue. C'était succulent, je dois dire. Enfin, c'était désespérant en même temps. Et finalement, j'avais trouvé une formule qu'il avait fait taire. Je lui avais dit, Monsieur le Président, vous savez, la collation des grades. La collation des grades, c'est le ministère qui s'en occupe. Moi, je ne peux plus rien faire. Donc, renvoyez-moi votre étudiant. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose pour lui. Ça s'était fini comme ça, enfin, plus ou moins. Je déplorais d'ailleurs d'avoir été reçu plutôt, pas toujours, mais plutôt par de mauvais présidents que par de bons présidents. Peut-être parce qu'ils ont plus le temps. Mais c'est vrai que c'est pas du tout... Enfin, c'était des façons de faire tout à fait différentes de ce qu'on peut trouver en France. Jamais j'irai voir le président de la République française. Je ne connais pas, j'ai aucune raison de le connaître. Mais vous êtes étrangère, vous êtes blanche, ouais, enfin, il peut y avoir... Vous pouvez servir à quelque chose, donc on va vous recevoir. Et donc, j'ai eu un certain nombre d'expériences intéressantes que je raconte dans l'ouvrage. En particulier aussi, il n'y a pas très longtemps, au Congo-Brazzaville, le Centre culturel français avait aidé les jeunes Congolais, c'était il y a 2-3 ans, à organiser dessinateurs de bande dessinée. À faire un festival de la bande dessinée congolaise. Et comme il y a une bande dessinée faite à partir d'un de mes ouvrages sur Brazza, les dessinateurs de la bande dessinée et moi ont été invités par les dessinateurs. Mais Sassou Nguesso en a eu vent. Et Sassou Nguesso a voulu récupérer la chose. Parce que je suis
connu au Congo pour avoir travaillé sur le Congo. Donc moi j'étais coincée et d'une certaine façon, le colloque sur la bande dessinée en a profité parce qu'il a fait passer une partie des cérémonies dans le mausolée de Brazza, mais par ailleurs, moi, je n'avais pas du tout envie d'être récupérée par Sassou Nguesso, qui est un bandit. On a été, avec les 2 dessinateurs, on a été reçus par le président, et qui nous a raconté des balivernes. Et vous avez consacré, alors parce qu'après on va donner la parole à la salle, vous avez consacré ces dernières années, alors depuis longtemps, à faire connaître l'histoire de l'Afrique par des grands et des petits volumes pour le grand public, et puis à faire connaître l'histoire de l'esclavage. Alors de 3 façons, par des ouvrages, par une exposition au Quai Branly, et par la fameuse série documentaire sur Arte, dont vous avez été l'une des scénaristes. Oui, alors pendant toute ma carrière universitaire, j'ai écrit des livres d'histoire savante, entre guillemets, des livres pour spécialistes. Et puis à la retraite, je me suis dit, maintenant j'aimerais faire connaître. Et je me suis mise donc à écrire des livres pour grand public. Le premier a été le fruit en fait d'une vingtaine d'années de cours que j'ai donnés dans une université, 6 semaines par an, aux États-Unis, sur le rôle de l'Afrique subsaharienne dans l'histoire du monde depuis les origines. Or, il est très important. À titre d'exemple, pendant le Moyen-Âge, entre le 9e et jusqu'à la découverte de l'Amérique, l'or, la quasi-totalité de l'or européen venait d'Afrique de l'Ouest, traversait le Sahara et arrivait en Europe par le biais des Maghrébins. Ça, c'est pas enseigné. Ça a été enseigné 3 ans en 5e il y a quelques années, et puis il y a eu tellement de cris en disant comment 3 heures sur l'année d'histoire prise sur le programme pour enseigner les états de l'or africain, c'est de la perte de temps, et on l'a supprimé. Ça a duré 3 ans, je crois, dans les années 2010. Alors, ce qui fait que personne en France ne sait qu'au Moyen-Âge, l'or, qui était très important et dont l'Europe manquait énormément, il venait d'Afrique de l'Ouest. De même que l'or de l'Afrique australe allait vers l'océan Indien. Le très grand producteur d'or pendant toute cette période, ça a été l'Afrique subsaharienne, soit vers le nord, soit vers l'est. Personne ne l'enseigne. Donc, je faisais un cours général sur l'histoire, la place de l'histoire africaine dans l'histoire du monde depuis les origines. Et je me suis dit en rentrant, enfin avec ma retraite, je pourrais en faire un livre pour le faire, la petite histoire de l'Afrique qui est parue à la découverte aussi, oui, qui est en livre de poche maintenant. Pour qu'est-ce qui est important dans l'histoire de l'Afrique à connaître par le public. Et c'est vrai que ça n'existait pas avant. Non. Bon. Et puis l'esclavage, alors là l'esclavage ça a été une très grande aventure effectivement. Ça a été très difficile de faire accepter par Arte, ça a mis 3-4 ans, l'idée de consacrer, ça a commencé en 2013 et finalement le film est sorti en 2018, mais l'idée était née pour la réalisatrice Fanny Glissant, qui est une petite nièce de l'écrivain antillais, de faire 4 films de 52 minutes chacun sur l'histoire de l'esclavage. Ça a été très difficile d'obtenir... c'est pas qu'Arte ne voulait pas, mais Arte craint son public. Il pensait que le public n'était pas capable d'entendre parler de l'esclavage comme ça. Donc il y a une espèce de méfiance, de doute. Est-ce que c'est important ? J'avais déjà eu ça en 2005 au Rendez-vous d'Histoire de Bois. Rendez-vous d'Histoire de Bois, c'est une grande rencontre essentiellement des spécialistes de l'histoire et d'enseignants du secondaire sur un thème donné. Et en 2004 ou 2005, le thème était l'Afrique, l'histoire de l'Afrique. Et j'avais suggéré qu'on fasse une conférence sur l'histoire de l'esclavage, confiée à un très grand historien qui a pris sa retraite maintenant, Elikam Bokolo, qui est d'origine congolaise, qui était aux hautes études. Et il y a eu aussi beaucoup de
réticence de la part des organisateurs, mais ça ne va pas attirer de monde, on ne peut pas leur donner l'amphithéâtre. Ils avaient même trouvé le moyen de mettre en même temps une grande conférence de Kouchner, qui était au fait. Alors on s'est dit, il n'y aura personne pour l'esclavage, tout le monde va écouter. Alors heureusement, enfin, tant pis pour Kouchner, mais il s'est décommandé. Donc à ce moment-là, j'ai dit, on donne l'amphi, le grand amphi, si certains d'entre vous sont allés à Blois, il y a un grand amphi de 900 places. Oh, mais non, jamais l'amphi ne sera rempli pour l'esclavage. J'ai dit si quand même, on ne va pas le mettre dans une petite salle. Donc Léguiam Bokoulo est vraiment un excellent pédagogue et orateur. Et bien on a refusé du monde. Et ça, c'était toujours la même chose. Oui, mais ce n'est pas intéressant pour le public ne connaît pas. C'est-à-dire, c'est assez étonnant cette réticence à se lancer dans des éléments qui en fait sont demandés ou sont très bien acceptés, mais on a peur que ça ne le soit pas. Et tout ça, c'est un manque de connaissance. Bon. Je suis enseignante au fond de l'âme, je pense que c'est un manque de connaissance. Il faut enseigner, et tant qu'on n'enseignera pas, comme les autres histoires, l'histoire de l'Afrique, on en sera au même point. Non pas passer son temps à enseigner l'histoire de l'Afrique dans le secondaire, mais au moins lui faire une petite place, comme on fait une place à l'Inde, à la Chine, à ce qui n'est pas la France, et pas rien du tout. L'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la colonisation, c'est un autre pan. Elle ne commence pas avec l'indépendance, c'est la plus vieille histoire du monde, puisque l'homme est parti apparemment du continent africain. Bien, je crois, merci beaucoup. Il y aurait énormément de choses à dire encore, mais là, je vais passer la parole à la salle pour que vous puissiez répondre aux questions. Oui. Merci beaucoup, Madame Kokrivitrovic, pour votre enthousiasme. J'avoue que je vous retrouve égale. J'étais élève en licence dans les années 80. Et ce que je trouve absolument magnifique, c'est que votre enthousiasme à transmettre m'a poussé sur le terrain. Je suis partie tout de suite après au Burkina Faso faire la révolution avec Sankara pendant 4 ans, 5 ans même. Et ensuite, j'ai travaillé en Afrique pendant des décennies. Et après sur l'Asie ou d'autres choses. Mais ce que je trouve génial, c'est que finalement, j'ai démarré par l'histoire. Vous êtes la première personne à m'avoir parlé de l'histoire de l'Afrique. Je suis allée à votre cours parce que c'était sur l'Afrique et on ne m'avait jamais parlé de l'Afrique à l'école. Et j'ai complètement admiré vos cours, c'était magnifique, franchement. Ça fait toujours plaisir. Ah ben je vous le dis, et c'est rare qu'une élève puisse dire merci à son professeur. Et en plus, cette année, c'est assez amusant parce que la boucle s'est bouclée, puisque mon dernier livre qui est sorti, qui s'appelle « Révolution et sorcellerie, une ethnologue au Burkina Faso », parle de Sankara, mais vu depuis les villages, puisque je faisais l'ethnologue, je préparais ma thèse de doctorat, et j'ai reçu le prix Louis Castex de l'Académie française 2021. Et c'est donc une association entre l'histoire et l'anthropologie. Et mon directeur de thèse était Michel Izard, avec bien entendu Françoise Héritier, vous connaissez tout ce monde. Merci beaucoup pour votre enthousiasme une fois de plus. Merci. Oui, je n'ai pas du tout parlé d'anthropologie parce qu'effectivement, vous avez raison de le dire, en 1960, le domaine de connaissance de l'Afrique, c'était un domaine anthropologique. Et moi, j'ai beaucoup lu les anthropologues à cette époque-là, parce qu'il n'y avait qu'eux à lire. Il n'y avait pas d'historiens français. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très riche de l'égo-histoire aussi. Et j'ai voulu vous poser une question précise. Quelle a été la place de 3 grandes publications? La première, celle de la revue de l'IFAN, qui a été fondée par Théodore Monod à Dakar dès les années 40, l'Institut français de l'Afrique noire, qui est devenu par la suite la revue, s'appelle maintenant l'Institut francophone de l'Afrique pour garder l'IFAN. Deuxième publication, la série, vous avez cité Charles-André Julien, qui a lancé cette série de 10 tomes ou 9 tomes sur les Africains. Et la troisième publication, c'est celle de l'UNESCO sur l'histoire de l'Afrique,
qui a été à l'initiative, en grande partie dans le comité de rédaction, d'Africains eux-mêmes, qui veulent prendre en charge leur histoire. Donc, merci de me dire quelle a été la place dans votre processus d'analyse de l'histoire de l'Afrique, de ces 3 moments importants des publications. Oui, vous avez raison de me rappeler l'IFAN, ça a été vraiment le centre de recherche à Dakar pour pas seulement les sciences humaines et sociales. Il y avait aussi des études géologiques. Enfin, il y avait plusieurs bulletins différents, mais ça a été effectivement quelque chose d'important qui existe toujours. Oui. Le deuxième. Les Africains. Ah oui, alors là, j'y ai participé. Nous étions une équipe, enfin, il avait rassemblé une équipe avec Magali Morsi pour l'Afrique du Nord, moi pour l'Afrique subsaharienne, peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Pardon ? Oui, je ne sais plus. Enfin, bref, il y a 12 volumes. Et l'idée de Charles-André Julien, c'était une excellente idée pour attirer justement la curiosité. Un personnage et son temps. Faire l'histoire du temps à partir d'un personnage. Le personnage étant représentatif, mais c'était pas une biographie, c'était véritablement l'homme et son temps, ou la femme et son temps. On a eu un peu de mal à trouver les femmes à l'époque, parce qu'il y avait très peu de connaissances sur la question, mais c'est vrai que pour l'ensemble du continent africain, il y a quand même eu 12 gros volumes qui sont oubliés maintenant, mais qui sont vraiment de qualité. Il y a beaucoup de participation tout à fait intéressante. Par exemple, Rabat, le fameux Rabat dont on racontait que c'était un personnage particulièrement sanguinaire et qui coupait les têtes, ce qui est vrai. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'était aussi un homme politique assez moderne dans ses connaissances vis-à-vis des relations avec l'Occident. Enfin, c'était vraiment des... Et puis, l'histoire générale de l'Afrique. Alors, l'histoire générale de l'Afrique, en 8 volumes, il me semble, la première édition, ça a été une décision de l'Organisation de l'Unité africaine dès 1964. L'unité africaine date de 1963, 3 ans après les indépendances francophones, et qui a pris 30 ans, avec effectivement toute une série d'historiens internationaux, chaque volume étant dirigé par un historien africain, mais avec beaucoup de contributions internationales, parce qu'à l'époque, en particulier du côté francophone, il y avait très peu d'historiens africains francophones. Les historiens africains et l'UNESCO ont pensé récemment que le dernier... Alors ça a pris très longtemps, c'était très long, 8 volumes par période. Le premier volume, c'est l'archéologie, et le dernier, c'est l'époque contemporaine à l'époque, mais le dernier volume publié l'a été en 1999. Donc ça a pris 30 ans, 63-99. Et 1999, c'est il y a quand même 25 ans, c'est... avant l'explosion des recherches internationales sur l'histoire africaine, donc il y avait beaucoup de choses à faire. Donc il y a une initiative de l'UNESCO, patronnée par l'UNESCO, d'un nouveau comité scientifique pour faire non pas 9 volumes, parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent et qu'il faut le trouver, mais 3 volumes. Le premier volume, c'est de corriger, de compléter tout ce qui n'a pas été dit dans les volume précédent, de faire un peu la critique 30 ans après. Le deuxième volume, c'est sur le rôle des diasporas, toutes les diasporas, non seulement aux États-Unis, mais Nouvelle-Calédonie, enfin partout en Chine, etc. Et les rapports entre l'Afrique, le continent africain et les diasporas. Et le troisième volume était une refonte complète de l'histoire contemporaine, 20e, 21e siècle, avec un comité scientifique on devait être 14 ou 15, une bonne douzaine, mais à la grande différence du précédent, tous
les membres, sauf 2, étaient africains, historiens, anthropologues essentiellement. Et les 2 non-africains, c'était un Canadien, Paul Lovejoy, grand spécialiste de l'histoire africaine, et moi, qui traduit, je dirais, effectivement une espèce d'entente scientifique vraiment très profonde entre les historiens africains internationaux, évidemment les francophones surtout, et la façon dont j'appréhende l'histoire africaine. Je ne suis pas toute seule, bien entendu, puis dans les nouvelles générations, il y en a plein. Mais disons, dans ma génération, c'est vrai que l'héritage colonial, il était quand même pas très loin dans certains réflexes. C'est très... C'est indicible, mais c'est ce que m'a apporté, je crois, justement, mon tempérament et mon expérience de clandestine. C'est-à-dire de sentir ce qu'il ne faut pas dire, ou ce qui n'est pas de mise. Ça, je le sens. Et mes collègues, les meilleurs, souvent, je me dis, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils disent quelque chose qui ne peut pas être bien reçu. Moi, ça m'arrive aussi quelquefois. Parfois, je ne vais pas vous donner des exemples, mais les amis africains me disent, ah mais non, ça tu n'aurais pas dû faire, ça ne se fait pas. Ah, merci, je ne le savais pas, j'aurais dû le savoir, etc. Mais il y a toute une disponibilité, si vous voulez, une disponibilité à comprendre, non pas à accepter nécessairement, non pas à être d'accord, mais à comprendre des réactions qui ne sont pas les siennes pour l'apporter à la moulinette de la compréhension. Et donc j'ai été sollicité par... C'était très intéressant. On a siégé 5 ans, finalement. Ça a été fini à la fin de l'année dernière. Ça devrait, compte tenu des problèmes de financement, ça sera... c'est en train d'être finalisé et ça sera mis sur Internet. Malheureusement, je ne pense pas que ce sera imprimé sur papier. Mais enfin, c'est très important pour les Africains, justement. D'autant que quelqu'un comme Ibrahim Mathieu, dont je parlais tout à l'heure, il a eu une idée sublime pour ses étudiants. Il a dit, Internet, c'est très bien, mais il faut de l'électricité. Moi, l'ancienne histoire générale de l'Afrique, celle en 8 volumes, je la mets sur clé USB. Et à mes étudiants, je distribue les clés USB. Donc, ils ont la documentation et ils n'ont pas nécessairement besoin d'être reliés à Internet pour se documenter. Des trucs comme ça, c'est... Et donc, pendant ces 5 ans, on a eu des discussions quelquefois difficiles, parce qu'il y avait des Africaines-Américaines, des Afro-Caribéens, il y avait un spécialiste chinois qui était de l'UNESCO, et puis les autres, des Africains, soit du continent, soit des diasporas, à peu près équilibrés entre hommes et femmes. Et je veux dire, les rapports les plus difficiles, c'était avec une ou deux femmes spécialistes africaines-américaines. Elles sont terribles. Et alors, il y en a même une qui était une anthropologue, j'ai oublié son nom, mais enfin, elle nous en a fait subir des vertes et des pas mûres. Et elle est allée jusqu'à écrire au directeur général de l'UNESCO, sans prévenir le président du conseil scientifique et sans prévenir évidemment les membres, pour dire que le conseil scientifique était raciste et antiféministe. Alors, la parité était à peu près respectée. On devait être 5 femmes pour 6 ou 7 hommes. Et puis, tout le monde était noir sauf 2. Alors, le racisme... Alors, il y a eu... le président du conseil scientifique a été alerté. Ils prennent ça très au sérieux, ce genre de choses. Donc, il y a eu une grosse enquête dont personne n'était au courant sauf eux, qui ont conclu que, non, le conseil scientifique, il n'était ni raciste ni sexiste, et que tout ça, mais c'est vous montrer la susceptibilité, enfin la difficulté. Mais ceci étant, disons pendant 1 an ou 2, on a eu du mal à pouvoir se comprendre les uns les autres, et puis après, on a très bien travaillé. Alors le résultat vaut ce qu'il vaut, mais disons qu'en 3 volumes, on ne règle pas toute l'histoire africaine, mais je pense que c'est un
alors ça, je sais pas, il y a une centaine de collaborateurs, bien sûr, là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose qui pourra être utile à sa façon pour répondre à votre question. Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention que j'ai trouvée très intéressante et j'ai beaucoup apprécié vos livres, notamment sur l'histoire de l'Afrique au 19e et au 20e siècle. Celui qui était paru en 1985 sur Permanence et mutation. Et donc c'est un très beau livre. Alors, j'ai connu l'Afrique, moi, à la fin des années 60. Il y avait une histoire de l'Afrique qui était écrite par des administrateurs coloniaux. Et donc, quand j'étais à Madagascar, il y avait des Hubert Deschamps, Pierre Boiteau qui avaient écrit sur l'Afrique. Déjà, il y avait déjà une histoire qu'on pouvait lire. Et j'ai travaillé dans d'autres pays. Ce que j'ai constaté, c'est que pour les universités africaines, l'histoire a été un champ d'investigation important. Dès le début des années 70, je pense à Kizerbo, à son Histoire générale de l'Afrique, qui est paru en 72. Et quand j'ai travaillé au Niger, et il y avait la collection Études nigériennes, il y avait beaucoup d'ouvrages historiques. Et donc, il y a eu les universitaires se sont intéressés à leur histoire dans la perspective de construction des États et d'affirmation un peu de l'identité de l'Afrique, qui était niée dans qui était souvent niée auparavant. Voilà. C'est ce que j'ai constaté. Oui, vous avez tout à fait raison. Le premier historien tout court, qui a écrit une histoire de l'Afrique générale, Afrique surtout francophone, pour autant que je me souvienne, mais ou histoire générale, c'est Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo, et c'était vraiment un très très bon historien qui a travaillé 10 ans à cet ouvrage. Alors Joseph Kizerbo, c'était le premier agrégé d'histoire africain, qui est devenu inspecteur général, pas inspecteur d'académie, inspecteur général. Il a peu écrit ensuite parce que c'était aussi un opposant évidemment au régime fantoche de l'époque, des années 60-70. Donc il a beaucoup investi dans la lutte politique. Mais c'est véritablement le premier qui a en France, en français plutôt, qui a écrit une histoire générale de l'Afrique, dont l'introduction est écrite par Fernand Braudel, mais qui a été relativement méconnue en France. Parce que c'était pas, je présume, il faisait pas partie des historiens français, puis qu'il était en Afrique. Enfin, il y a eu quelque chose qui fait que son ouvrage a été insuffisamment utilisé à l'époque, alors que c'était vraiment le premier qui... Alors, évidemment, il ne savait pas tout. De temps en temps, il écrit quelques éléments qui ne sont plus exacts maintenant, parce qu'on a trouvé... Mais dans l'ensemble, c'est un très, très bon livre. Il a été réédité en 1978, et surtout cette édition-là que l'on connaît, à Présence africaine. Et puis, je ne sais plus ce que vous m'avez dit d'autre. Mais... Oui, il y avait une histoire qui avait été écrite aussi il y avait une histoire qui avait été écrite dans les années 60, quand je suis arrivé à Madagascar. Il y avait des administrateurs coloniaux qui avaient écrit des livres d'histoire. Ah oui, bien sûr. À Madagascar, il y a plus d'histoire qu'en Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, c'est Joseph Kizerbo à l'époque. Et puis, tous les historiens qui nous ont permis d'écrire des livres, ce sont nos anciens étudiants qui ont fait des maîtrises et des thèses. Ce sont des Africains. Moi, je dis quelquefois, l'histoire africaine, on ne le dit pas assez, mais elle a été trouvée, écrite par les jeunes historiens africains. Au Niger, c'est le cas. Quand on les utilise, et qu'on est honnête, évidemment, parce qu'on est en général, on les cite. Mais si vous voulez, il y en a beaucoup qui n'ont pas été publiés. Moi, il y a tout un savoir que j'ai parce que j'ai dirigé des thèses ou parce que j'ai participé à des thèses de jeunes historiens africains. Et je dis quelquefois à mes collègues, ceux qui ont écrit l'histoire de l'Afrique dans les années 60-70, c'est pas des Français, c'est des Africains. Mais ils n'ont pas été publiés parce que c'était très difficile de publier en Afrique. Il n'y avait plus de maisons d'édition. Et que publier une thèse non plus, c'est pas non plus évident.
Donc, et puis elles ne sont pas toutes parfaites, hein, bien entendu, c'est des apprentis historiens, des jeunes historiens. Mais disons, s'il n'y avait pas eu tous ces étudiants africains pour travailler sur la question, on n'en serait pas aux connaissances qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait important, c'est vrai. Une autre question ? Ah oui, d'accord. D'autant qu'on va fêter justement le centenaire, je pense, de Kizerbo du côté du mois de juin, que je vais écrire quelque chose. Je l'ai peu rencontré, parce que précisément, moi, quand j'allais au Burkina Faso, il était exilé par les gouvernements de l'époque. Donc il habitait plutôt Dakar quand j'étais au Burkina, et le Burkina quand j'étais à Dakar. Donc on s'est rencontrés peu de fois, mais c'est quelqu'un de très important. Et donc je suis très heureuse qu'on rappelle justement son existence et son travail cette année, effectivement. Il y avait eu même un moment où son travail, c'est vraiment l'équivalent d'une grande thèse. Seulement avec le système français qui était suivi dans l'université de Dakar, pour diriger une thèse, il fallait en avoir soutenu une. Alors il ne l'avait pas soutenu en thèse. Donc il n'était pas habilité à diriger des thèses. Enfin, c'est le genre d'absurdité de l'université qui est un petit peu c'est le genre d'absurdité que moi j'ai pris sur moi de résoudre en signant à la place des autres quand ils étaient de haut niveau, bien sûr. Des gens comme Françoise Raison pour Madagascar, par exemple, qui a mis très longtemps pour écrire sa thèse d'État, mais qui était la meilleure spécialiste. Elle était collègue, c'était pas moi qui allais diriger une thèse sur l'histoire de Madagascar, c'était elle, évidemment. Etc. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Sinon, l'heure de nous séparer est arrivée. Bien, merci infiniment, madame, pour ce beau livre et pour votre présence. Et merci à vous de m'avoir si gentiment écouté. Vous venez d'entendre Catherine Cockry-Widrowicz autour de la publication de son ouvrage « Le choix de l'Afrique, les combats d'une pionnière de l'histoire africaine » aux éditions La Découverte. Rencontre enregistrée mercredi 24 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.